Ce qui sera découvert plus tard dans la cuisine d'un appartement de l'impasse du Lac donnera à cette affaire un nom qui finira par résonner sur tout Internet. Ce nom sera lié à une marmite sur la cuisinière et à ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais cette découverte est encore à quelques heures. Pour l'instant, nous sommes le matin du 8 octobre 2023, un dimanche calme dans le village de Michurinskoye, dans la région de Leningrad, un endroit paisible où il ne se passe habituellement rien qui nécessite l'intervention de la police. Vers 9h30, un appel arrive au poste de police local. Une voix d'homme, saccadée et tendue, rapporte que son propre frère est en train de commettre un acte sur une personne dans son appartement, un acte que l'officier de service n'a pas pu immédiatement consigner dans le procès-verbal. Il ne s'agissait pas d'une dénonciation anonyme ou d'un voisin ayant entendu du bruit, c'était son propre frère qui avait vu les événements de ses propres yeux et avait appelé la police. L'opérateur a confirmé l'adresse, Michurinskoye, impasse du Lac, et une patrouille est partie immédiatement. Bien que la distance depuis le centre régional soit d'environ 90 km, les agents les plus proches se trouvaient beaucoup plus près. Alors que la voiture de patrouille filait sur les routes désertes du dimanche, l'information était déjà transmise aux enquêteurs et aux experts en criminalistique. La nature de l'appel ne laissait aucune place à des versions plus légères. Ce que l'appelant avait vu, comment il était arrivé là, pourquoi ce matin-là, et ce qui s'était passé la veille, les réponses à ces questions s'avéreraient plus tard encore plus lourdes que l'appel lui-même. La patrouille est arrivée rapidement à l'impasse du Lac. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée et le frère attendait dehors. La première chose que les agents ont remarquée dès le seuil, c'est l'odeur. Lourde, épaisse, reconnaissable entre toutes. Ils l'ont suivi jusqu'à la cuisine. Sur le sol gisait ce que les experts décriraient plus tard sur plusieurs pages de rapport. Les traces de ce qui avait été fait étaient évidentes, sans aucune tentative de dissimulation. Une partie de ce qui n'a pas été trouvé immédiatement a été découverte plus tard dans le congélateur. D'autres restes se trouvaient dans une bassine à côté et un membre a été retrouvé au sol, sous la fenêtre. Mais le plus important se trouvait sur la cuisinière, une grande marmite. Avec ses pommes de terre se trouvait ce qui fut autrefois un être humain. Il est important de comprendre, cela ne ressemblait pas à une tentative de destruction de preuves. Ni acide, ni feu, cela ressemblait à la préparation d'un repas. Une marmite ordinaire sur une cuisinière ordinaire avec des pommes de terre épluchées et coupées. Quelqu'un avait manifestement l'intention de consommer cela ou l'avait peut-être déjà fait. Le propriétaire de l'appartement, un homme de 53 ans, était présent. Sans emploi, il n'a pas tenté de s'enfuir ni de résister. Il a été interpellé et emmené au poste. Lors de l'interrogatoire, il a fait valoir son droit au silence. Pas un mot, pas une explication. À ce stade, les enquêteurs avaient une question sans réponse. Ce n'était pas quot 0. Cela était clair. La question était quot 1. Pourquoi la marmite? Pourquoi les pommes de terre? Et pourquoi avoir allumé le feu? Lorsque les enquêteurs ont vérifié les antécédents du suspect, ils s'attendaient à tout, casier judiciaire, conflit avec la loi, mais le fichier était vide. Une biographie totalement propre. L'homme s'appelait Dimitri. Il s'est avéré être assez connu dans la région, un candidat au titre de maître des sports en ski alpin, un athlète professionnel, moniteur dans une station de ski. Il skiait depuis le milieu des années 70, pratiquement depuis son plus jeune âge. En plus de cela, il aimait le football, le volley-ball et la pêche. En somme, il avait passé toute sa vie en mouvement, au grand air, parmi les gens. Les collègues interrogés plus tard par les journalistes n'ont pas pu concilier les deux images. L'un d'eux l'a décrit comme gentil, compatissant, calme et réfléchi. D'autres ont confirmé que dans le collectif, Dimitri s'était toujours bien tenu. Ses élèves comprenaient parfois des personnes de haut rang, et cet homme, ce sportif, ce moniteur décrit comme calme et réfléchi, était maintenant assis en cellule, tandis que dans son appartement restait cette cuisine avec la marmite sur le feu. Entre le CV du moniteur et ce qui a été trouvé impasse du Lac, il y avait manifestement une histoire, quelque chose qui avait transformé un athlète de haut niveau en un chômeur vivant seul dans un village. Mais à ce moment-là, personne ne connaissait la vérité, sauf son frère, qui témoignait précisément à ce moment-là. Les voisins de Michurinskoye n'ont pas été surpris par la présence de la police, mais par la raison de sa venue.
Ils connaissaient Dmitri, mais plus du tout comme un sportif. Pour eux, c'était un homme qui ne travaillait plus depuis longtemps. Chaque jour, il se rendait aux magasins locaux pour demander de la monnaie pour boire, fumer ou parfois manger. Il buvait sans arrêt, comme si c'était devenu une routine. Le matin, le magasin, la bouteille, et ainsi de suite. Pourtant, aucune agressivité, aucun scandale. Les voisins le décrivaient de la même manière. Calme, poli, jamais violent. Il demandait, mais n'exigeait pas. S'il essuyait un refus, il partait tranquillement. Il vivait seul et ne dérangeait personne. Il n'était jamais apparu dans les radars de la police. Aucune plainte, aucun rapport. Pour l'agent de quartier, Dmitri était invisible. Formellement, tout allait bien. Un homme vivant, une vie tranquille. Il n'avait pas seulement cessé de travailler. Il avait cessé d'être qui il était, et il l'avait fait si discrètement que personne n'avait rien remarqué. Les voisins n'ont vu que le résultat, un homme calme qui boit chaque jour et ne parle à personne, et puis la découverte dans son appartement. Avant de s'occuper de Dmitri, l'enquête devait identifier la personne trouvée dans sa cuisine. L'identité a été établie rapidement. Mikhail, 43 ans, un habitant local en situation de handicap. Il ne pouvait pas travailler pour des raisons de santé et vivait d'une petite pension qui suffisait à peine pour se nourrir et boire. Le village le connaissait aussi, non pas comme un spécialiste, mais comme un solitaire sans famille, souvent vu près des magasins. Mais il y avait un trait de caractère que tous ceux qui lui avaient parlé retenaient, sa langue, vive, acérée, sans filtre. Une amie dira plus tard au journaliste qu'il était toujours brusque dans ses paroles, et sous l'emprise de l'alcool, il pouvait pousser n'importe qui à bout. Non pas avec ses poings, mais avec ses mots. Il savait où frapper. Sobre, c'était supportable. Ivre, c'était émotionnellement instable, provoquant les gens non pas par envie de conflit, mais parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas s'arrêter de parler jusqu'à ce que l'autre explose. Cet homme s'est retrouvé dans un appartement avec un autre homme solitaire et alcoolique, mais au tempérament opposé. Dmitri était silencieux. Mikhail était loquace. L'un gardait tout à l'intérieur, l'autre déversait tout à l'extérieur. Ils ont été réunis par la seule chose qu'il leur restait, une bouteille. L'enquête cherchait encore à savoir comment ils s'étaient rencontrés, mais il est certain que le samedi soir, Mikhail s'est rendu chez Dmitri Impasse du Lac. Il n'en est jamais ressorti. Mikhail avait autrefois sa propre maison. Une amie a raconté que fin 2020, sa maison avait brûlé à cause d'un court-circuit. Tout a été détruit. Après cela, Mikhail s'est retrouvé à la rue. Pendant un temps, il a été hébergé par une église locale par compassion. Puis, il est parti pour revenir plus tard et vivre dans un hangar à côté des ruines de sa maison. Il faut comprendre la situation. Pas de logement, pas d'aide, pas de compensation. Mikhail se plaignait souvent d'être rejeté partout. Le système le voyait, mais ne faisait rien. Le hangar n'était pas une solution temporaire, c'était le point final. Un homme vivant dans un hangar à côté de ses propres cendres ne résout plus ses problèmes. Il existe, tout simplement. Dans cet état, une invitation dans un appartement chaleureux avec de la boisson était l'événement de la semaine. De toutes les personnes qui entouraient autrefois Dmitri, une seule était restée, son frère. Ils vivaient séparément mais venaient régulièrement apporter de la nourriture et vérifier que tout allait bien. Ils le faisaient parce que personne d'autre ne le ferait. Les voisins étaient indifférents et les anciens amis de la station avaient perdu le contact. Le seul lien restant était ce frère qui apparaissait régulièrement avec des sacs de courses. Plus tôt cette année-là, le frère et leur mère avaient tenté de changer les choses. Dmitri avait été emmené pour un traitement et s'était absenté pendant 10 jours. Les voisins n'en connaissaient pas les détails, mais à son retour, il avait immédiatement recommencé à boire, sans transition, comme si ces 10 jours avaient été effacés. La bouteille, le magasin, le silence. Pour le frère, ce fut le point où il cessa d'attendre un changement. Pourtant, il continuait de venir. Samedi 7 octobre, au soir, le frère est arrivé à l'appartement, comme d'habitude. Il a frappé, mais Dmitri n'a pas ouvert. Pourquoi? On l'ignore. Peut-être ne voulait-il pas de visite. Peut-être était-il déjà ivre, ou peut-être s'en moquait-il. Le frère a attendu, puis est reparti. Rien d'inhabituel. Un peu plus tard ce même soir, Mikhail est arrivé à la même porte avec un seul but, boire. Pour lui, c'était une visite normale. Cette fois, Dmitri a ouvert. 2 coups à la même porte en une soirée. Le silence pour l'un, l'invitation pour l'autre.
Il n'a pas ouvert aux frères qui apportaient de la nourriture, mais a laissé entrer l'homme avec qui il ne partageait que l'alcool. La porte s'est refermée. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être reconstitué que par les indices et les dépositions. Ils se sont assis pour boire, longuement, lourdement. Les enquêteurs pensent que l'incident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Entre le premier verre et l'usage du couteau, quelque chose s'est produit. Ils étaient seuls dans un appartement clos. Aucun témoin. Nous ignorons de quoi ils ont discuté ou qui a commencé la dispute. Dimitri n'a fait aucune déclaration. On sait seulement qu'à un moment donné, la conversation a dégénéré. Ce que Mikhail a dit à Dmitri, ou quel point sensible il a touché, n'a jamais été établi. Aucun mobile clair, juste deux hommes ivres dans une petite cuisine, jusqu'à ce que l'un d'eux cesse d'écouter. Dimitri a saisi un couteau et a frappé à plusieurs reprises. Mikhail n'avait aucune chance. Les blessures touchaient des zones vitales et l'issue fut rapide. La lutte n'a probablement duré qu'1 minute. Puis, le silence est revenu dans l'appartement. Mikhail était au sol. Dimitri se tenait là. C'était le milieu de la nuit. Et la nuit ne faisait que commencer. C'est ici que l'histoire bascule. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici, une dispute d'ivrogne finissant tragiquement, est un schéma classique. Mais ce que Dimitri a fait ensuite ne rentre plus dans ce cadre. Il était seul dans le silence du village. Personne n'a frappé, personne ne savait. Ce qui s'est passé les heures suivantes a été reconstitué par les experts. Il a pris le couteau et a commencé le travail que son frère découvrirait le matin. Il a séparé les restes, en a placé une partie au congélateur et une autre dans une bassine. Il a posé une marmite sur la cuisinière, versé de l'eau, épluché et coupé des pommes de terre, ajouté des fragments des restes et allumé le feu. Cela n'a pas pris quelques minutes. Des heures se sont écoulées pendant qu'un homme seul effectuait méthodiquement ses actions. Découper, organiser, nettoyer, cuire. Pas de panique, pas de fuite, pas d'appel à l'aide. Aucune tentative de se débarrasser des preuves de manière classique, juste la marmite et les pommes de terre. Il n'a probablement pas dormi. Il a probablement continué à boire. À quoi pensait-il? Nous ne le saurons jamais. Le dimanche matin, le frère est revenu avec de la nourriture. Vers 9h30, il était devant la porte. Il a frappé. Silence. Mais aujourd'hui, il n'est pas reparti. Peut-être l'intuition ou simplement l'entêtement. Il a frappé plus fort. Toujours rien. Aucun bruit, aucun pas, aucun son de télévision. L'appartement semblait vide. Pourtant, il savait que Dimitri n'était pas sorti. Le frère a crié à travers la porte « Si tu n'ouvres pas, je l'enfonce !» Une pause. Le silence a changé. Il est devenu tendu. Quelqu'un était là, en train de décider. La porte s'est ouverte. Le frère est entré et a immédiatement compris pourquoi elle était restée close. Dimitri était dans la cuisine. Sur le sol se trouvaient les restes. Le feu était allumé et la marmite bouillait. Le frère avait surpris Dimitri en plein processus. Dimitri ne se cachait pas, ne paniquait pas. Il était là, faisant ce qu'il faisait. Le frère a demandé ce qui s'était passé. Dimitri a répondu calmement, comme s'il expliquait une chose banale. Côte 3, c'est tout. Pas un mot sur la marmite, le congélateur ou la bassine. C'était comme s'il n'y avait aucun lien entre le conflit initial et ce qui se passait sur la cuisinière. Côte 4, affirmait-il. Même si Mikhail avait commencé la bagarre, cela expliquerait le couteau, mais rien de ce qui a suivi. Le frère n'a pas discuté. Il a fait demi-tour, est sorti et a appelé le 112. Dimitri est resté à l'intérieur, la porte ouverte et la marmite toujours sur le feu. Les experts ont travaillé pendant des heures, documentant la scène et saisissant le contenu de la cuisinière, du congélateur et de la bassine. Dimitri a été placé en détention. Le comité d'enquête a ouvert une procédure criminelle grave. Des expertises médicales, criminelles et psychiatriques ont été ordonnées. Le 10 octobre, un tribunal a ordonné le placement de Dimitri en détention provisoire. La nouvelle s'est propagée en 24 heures avec des titres chocs, Côte 5, Côte 6, Côte 7. Le soir du 10 octobre, tout le pays connaissait l'histoire de Michurinskoï. Tout le monde se posait une question. Pourquoi? Le détail clé était les pommes de terre. Ce n'était pas quelqu'un qui paniquait pour cacher des traces, c'était quelqu'un qui préparait un repas. Des sources proches de l'enquête suggéraient que le suspect préparait de la nourriture à partir des restes pour sa propre consommation. Il y avait deux possibilités terrifiantes. Première,
Dimitri avait l'intention de consommer cela délibérément, du cannibalisme pur. Deuxième, il l'a fait sans comprendre ses actes, car son esprit ne fonctionnait plus normalement. Les médias ont choisi la première version, plus sensationnelle. Alors que les titres circulaient, un expert externe, le psychiatre addictologue Vassili Tchourov, a proposé 4 théories. Première, une manière atroce de se débarrasser des restes. Deuxième, l'idée de cuisiner pourrait être une logique déformée pour détruire les preuves, la cuisson décomposant les tissus plus rapidement. Troisième, la dégradation cérébrale due à l'alcoolisme. Des années de consommation détruisent les lobes frontaux responsables du contrôle et de la logique. Dans cette version, il n'est pas un prédateur, mais un homme aux dommages cérébraux irréversibles. Quatrième, une maladie mentale latente, comme la schizophrénie, qui aurait soudainement provoqué une psychose aiguë. Chaque version expliquait la scène, mais seule une évaluation médicale pourrait établir la vérité. Un détail a attiré l'attention. La théorie de la schizophrénie correspondait étrangement bien au parcours de Dimitri, ce passage brutal d'athlète accompli à cet état. Au printemps de cette même année, des mois avant l'incident, Dimitri avait été examiné par des médecins. La conclusion fut brève, cote 8. Formellement, cela signifiait qu'il n'était pas une menace pour lui-même ou pour autrui, aucun motif d'hospitalisation forcée. Il avait passé quelques jours en cure de désintoxication et le système l'avait laissé repartir. 6 mois plus tard, cet homme côte 9 se tenait devant une marmite de restes et de pommes de terre. Rétrospectivement, personne n'avait demandé ce qu'il voyait lorsqu'il était seul. Personne ne lui avait demandé à qui il parlait dans son appartement vide. Plus tard, le frère s'est souvenu de détails étranges. Dimitri lui parlait calmement et mentionnait que son père venait déjeuner. Il en parlait comme d'un fait banal. Le père de Dimitri était mort depuis longtemps. Puis un autre détail, Dimitri affirmait que quelqu'un d'autre vivait avec lui, quelqu'un de cote 10. Il vivait seul, mais dans son esprit, l'appartement était plein de gens. Il cuisinait, épluchait des pommes de terre et préparait de la soupe pour des gens qui n'existaient pas, pour un père décédé, pour des invités que lui seul voyait. La marmite sur le feu prend alors un tout autre sens. Ce n'était probablement pas du cannibalisme ou une élimination de preuves de sang-froid. C'était l'acte d'un homme dont la psychose avait effacé la frontière entre réalité et hallucination. Un homme qui, après un conflit fatal, avait simplement continué sa routine quotidienne, préparé un repas pour les visiteurs qui l'attendaient à table. Dimitri reste en détention en attendant les résultats de son expertise psychiatrique. Mais une réponse est déjà claire. Le système a examiné un homme qui allait bientôt nourrir des fantômes et voir des gens dans des pièces vides, et il a écrit un seul mot dans son dossier: apte. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.